En fait, quand on fait une recherche sur Alexandre Dugin, tu peux directement aller chercher l'auteur et donc voir qu'il y a eu 62 articles publiés de cet auteur et eu égard aux événements récents qui m'ont passablement choqué. J'ai rajouté un tag Dugin, donc c'est pas les articles où il est auteur, mais ce sont les fois où on parle de Dugin. Donc Dugin est cité en tant que personnalité ici, et non pas en tant qu'auteur. Ce qui nous permet d'aller fureter sur ce que disent les gens de Dugin. On ira voir plus tard, sûrement d'une manière ou d'une autre, on l'a déjà fait d'ailleurs, ce que dit Dugin, son travail, etc. Pour l'instant, ce que je veux dire sur la mort de Daria Dugin, sa fille assassinée dans un attentat qui était dirigé contre son père, c'est quand même un événement qui est extrêmement surprenant. Moi, j'ai pris vraiment connaissance de l'existence et de la pensée de Dugin que assez récemment. Aussitôt, ça m'a sauté aux yeux, au point que j'en ai écrit plusieurs articles sur ce que lui il avait écrit pour prolonger sa réflexion et essayer d'y apporter une autre compréhension. Enfin, j'essayais des fois j'en voyais les limites. À un moment donné, ça m'a un peu paru inutile de vouloir. Il m'a semblé vraiment très centré sur la Russie. C'est normal, c'est son pays, il aime son pays, etc. Mais ce que je voyais surtout dans ses pensées, c'est que c'était très généralisable en tant qu'étude des civilisations. Il a introduit de nombreux termes qui sont très utiles dans la réflexion contemporaine, comme le principe d'état-civilisation, puisque l'actualité de ce siècle, c'est celle de la fin du monde unipolaire et du début de l'ordre mondial multipolaire. Et donc dans l'ordre mondial multipolaire, il expliquait lui-même très bien qu'il faut qu'il y ait un nombre minimal d'acteurs qui interagissent entre eux, de façon à ce qu'il n'y ait pas le minimum possible d'interférences. Et ces acteurs doivent être bien définis dans ce qu'il explique. Ce qui permet d'avoir une équivalence et une égalité entre les États-civilisations. Donc des blocs continentaux à part entière. Des blocs d'États qui constituent une civilisation sur une base culturelle, une compréhension distincte, et donc qui à chaque fois, les unes et les autres doivent connaître les autres cultures et pour pouvoir traiter avec elles et avoir un même niveau de compréhension du vocabulaire, etc. Parce que sinon on ne peut pas s'entendre si on ne comprend pas le vocabulaire de l'autre. Et donc c'est une démarche qui est profondément pacifiste au final, parce que de toute façon il s'agit de permettre d'avoir une compréhension mutuelle et une égalité des peuples, etc. C'est tout ça la pensée de Dugin, c'est assez vaste. Et le fait que sa fille ait été tuée sous ses yeux avant-hier, alors que c'est lui qui était visé, il doit aujourd'hui se sentir vraiment très mal à l'aise par rapport à ça, parce qu'il va se sentir responsable. Et c'est triste de voir une jeune personne pleine d'avenir, fauchée en plein élan, en plein vol, alors qu'elle avait encore tout à conquérir, elle avait tout à maturer, elle avait toutes les prédispositions nécessaires pour devenir quelqu'un de véritablement pertinent, influent, d'apporter des réponses, des solutions. Elle avait tout son avenir devant elle en fait. Là où c'est stupide quand on est un terroriste, c'est d'ignorer le concept de la vie après la mort, parce que comme je le disais, c'est un truc, dès que envoyer son ennemi en enfer, c'est complètement ignorer le fait que c'est complètement idiot à la base. Quand quelqu'un est mort, son âme existe, sa pensée existe, cette personne continue à voir, à agir, à interagir
Et sa pensée ne fait que devenir plus puissante et d'apparaître avec encore plus de force dans l'esprit des gens. Elle ne fait que d'être mieux entendue. Euh, Si c'était Dugin qui avait été tué, il serait passé à la postérité. Ce texte aurait été plus reconnu. Aujourd'hui, euh, et jusqu'à récemment, Dugin était quasiment inconnu de la plupart des gens, en Occident en tout cas. Moi-même, comme j'ai dit, j'ai découvert récemment. Ce qui est bien dans ce système de base de données, c'est que en découvrant un article, en commençant à s'y intéresser, j'ai pu retourner dans le passé et voir tout ce qu'il avait écrit préalablement, tout ce qui avait été publié sur lui dans tous les sites de l'Alt Media. Et donc c'est là qu'on a trouvé ces 62 articles. Donc il a juste suffi de les référencer en tant qu'auteur pour pouvoir les tracer. Et donc là, de la même manière, on a référencé toutes les fois où les gens parlent de Dugin, donc en excluant les articles dont il est l'auteur. Et ça nous permet d'avoir une compréhension, enfin une vision de la façon dont les gens le voient, enfin, etc. Ce qui est, ce qui est à dire, c'est que si c'est lui qui avait été tué, il aurait eu une augmentation de reconnaissance et il serait passé à la postérité. Euh, Quand c'est obligatoirement un ennemi occidental qui a fait ça, quand ils ont fait ça, envoyer quelqu'un à la mort, c'est le faire vivre. Et en ayant raté leur cible, ils vont produire l'effet que d'abord, une fois consommé sa peine, et j'espère qu'il va se rétablir vite et qu'il va trouver la foi, Alexandre Dugin va, j'espère probablement, en tout cas, devenir encore plus en harmonie avec l'intérêt surpuissant de ce sur quoi il travaille. Parce qu'il travaille à rendre le monde meilleur. Et c'est le but. Euh, D'autres personnes, parmi les gens qui sont des défenseurs de la justice, ont subi dans leur chair la mort de personnes proches. Et c'est ce qui les a conduits à se consacrer, à consacrer leur vie à la justice. C'est souvent comme ça que ça se passe. C'est une des façons de répliquer au crime et de faire justice, parce que quand un crime a lieu comme ça, c'est une injustice, et pour être réparé, une injustice doit être compensée par le fait qu'on ne puisse plus reproduire les causes de ces morts, que les causes de ces morts ne puissent plus exister. Euh, il y a d'autres personnes qui sont mortes dans des attentats, des personnes très valeureuses et qui sont mortes de la main de leurs propres employeurs, à savoir les États-Unis. C'est arrivé plusieurs fois que les gens extrêmement valeureux soient morts comme ça, de la même manière que énormément de monde au quotidien meurt dans les attentats, les guerres et les activités et toute autre activité politique en fait qui sont juste un jeu pour des gens qui sont bien au sec et au chaud. Euh, et bah, tout ça ne fait que renforcer les causes et les motivations et la prestance dont on a besoin pour pouvoir faire avancer correctement le destin du monde dans le bon sens. Et c'est ça que je souhaite à monsieur Alexandre Dugin. D'y aller à fond. Et surtout de ne pas laisser toutes les mascarades qui peuvent s'opposer à ça l'envahir. Parmi lesquelles nombreuses mascarades, c'était pour faire une transition assez moyenne, tout le mal qui peut être dit de Alexandre Dugin. Ça fait partie des choses qu'on va voir rapidement. Hein. Déjà, il y avait ce premier article
de Erwan Castel. C'était le dernier, alors je vais les prendre dans l'ordre chronologique inverse. C'est sûr qu'à partir de maintenant, il va y en avoir plein des articles sur Dugin et sur Daria Dugin, donc ça va sûrement être un festival. Mais bon, on commence juste par ça et on va remonter dans le temps sur deux trois trucs qui ont été dits sur Dugin dans le passé, de façon à corriger certaines choses qui sont dites, comme on peut les voir sur Twitter notamment, où c'est absolument hallucinant de voir les haters s'empresser de fêter la mort de la jeune fille en disant ouais, de toute façon, la pensée bolchevique, nanana, ou je sais pas quoi. Euh, il a tellement voulu la mort des Ukrainiens que c'est bien fait pour sa gueule, nanana. Et quoi d'autre encore bah voilà, ils expliquent que c'est le retour de bâton, c'est la justice qui fait son œuvre. Ainsi de suite. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Enfin, tout quoi. Les gens sont complètement bernés par leur civilisation occidentale, libérale, qui leur a menti de façon franche et claire. Et surtout, ce sont des gens qui n'ont absolument pas lu ce qu'écrit Dugin, qui n'a rien de polarisant, hormis le fait qu'il s'attaque au mondialisme et au système libéral en termes généraux. Mais en tant que système, le but étant d'apporter des solutions, d'apporter des éclairages, de montrer les différences entre les cultures. Notamment, il y a aussi une chose qui fait très souvent Dugin, enfin constamment même, c'est de redéfinir les mots, de donner une nouvelle substance aux mots qu'on emploie au quotidien. Tout l'intérêt de la philosophie, c'est ça en particulier, c'est de comprendre ontologiquement la signification, enfin ce qui fait la réalité, la vérité, et donc d'aller approfondir dans le sens des mots et leur donner une substance, une histoire, une culture, une vision, et à la fin on peut employer un groupe de mots ou des vocables pour résumer toute une pensée et toute une réflexion sur l'histoire, sur la philosophie, sur la religion, etc. Et quand les Occidentaux arrivent pour dire du mal, il leur suffit de prendre hors de leur contexte et hors de leur définition les mots qui sont employés par l'auteur, de les balancer sur Twitter, clac, le mec de toute façon il a dit ça. Et voilà ce que ça donne comme résultat. Justification de crime, ça devrait être considéré comme un crime, hein, je suis désolé, mais justification de crime, approbation de crime, ça devrait être considéré comme une comment on dit, collaboration à un crime, en tout cas. C'est quoi le mot exact? Tu vois, c'est en rapport avec crime en bande organisée, etc. C'est complicité de crime, voilà. Les gens se rendent complices de ce crime en répétant et en accentuant une propagande mensongère. Je suis désolé, ça devrait être puni de la même manière que tout appel à la haine, je suis désolé, quand même. Un truc que j'avais noté dans ce que dit Erwan Castel ici. Ah oui, hormis celui-là, certains idiots décrivent Dugin comme le nouveau Raspoutine du Kremlin, et malgré le fait que de nombreux spécialistes occidentaux du monde russe aient déconstruit ce mythe farfelu, Georges Barros dira, les journalistes occidentaux ont attribué à Dugin la grande influence qui n'existe tout simplement pas. La diabolisation occidentale de Dugin s'est poursuivie jusqu'au paroxysme criminel, assassinant son enfant. Et Daria n'avait que 30 ans, n'était pas seulement la fille de Dugin, mais aussi l'héritière brillante de la pensée eurasiste d'un monde multipolaire s'opposant à celui unipolaire du libéralisme mondialiste. L'assassinat de Daria Dugin n'est pas seulement l'acte lâche et odieux d'une idéologie mondialiste à l'agonie et impuissante contre une pensée métapolitique défendant les libertés des peuples contre la dictature de la marchandise, mais aussi une volonté de frapper l'âme des peuples d'une grande Russie qui s'est levée contre la destruction de la tradition. Nous sommes bien dans un combat eschatologique existentiel. Ça, c'est pour donner de l'approbation et de la substance au travail de son père. La tradition avec un T majuscule parce que
C'est un terme, encore une fois, qui mérite toute une explication et qui est là pour résumer tout un flot d'idées et de compréhension des choses. D'ailleurs, la soirée à laquelle il était à ce moment-là s'appelait Tradition et je sais pas quoi. Bon, c'est tout un principe et un concept en fait. C'est pas juste un terme de vocabulaire occidental. La plupart du temps, comme je disais, les termes qu'on utilise sont pas les mêmes. Ce sont les mêmes mots, mais n'ont pas la même signification. Il y a une polyvalence, une plurivalence euh, des termes. Donc une même chose peut avoir différentes significations. Mais il faut noter aussi le nouveau Rasputin, ça je l'ai vu plusieurs fois. Et quand on voit ça, on se dit, alors instinct, intuition, tu vois, on se dit, ça c'est mon intuition. Euh, le fait, moi quand j'étais petit, on m'appelait Rasputin. On me dit, ah, je sais pas pourquoi, je connaissais pas le personnage. Et c'était pour se moquer. Oui, il y avait différents traits physiques qui ressemblaient peut-être un peu. Et bon, j'ai trouvé ça drôle, mais c'était marrant. Ce qu'il y a, c'est que on dit Rasputin pour dire Rasputin c'est mal. Et là, tu sens venir le truc. C'est que Internet existe depuis pas longtemps, mais la propagande existe depuis toujours. Et ça fait longtemps que en Occident, le terme de Rasputin a pu être associé de façon mensongère à des choses extrêmement négatives, alors qu'en réalité, il était très sympa. C'était très bien. Il y avait, bon, je sais pas, plein de choses, mais c'était sûrement une très très bonne personne. En tout cas, elle a marqué l'histoire et on se rappelle de son nom. Donc déjà, à la base, il y a quelque chose. Mais qui est Rasputin? Tu sais, il suffit de faire ça, hein, et tu vois tout de suite le truc. Grigory Rasputin. Et là, tu vois la tête. En effet, c'est vrai que j'avais une petite beubare comme ça, mais bon. Originaire des confins de la Sibérie, Rasputin, par la suite Rasputin Novi, se présente comme un satranique, un mystique errant et se prétend, ça c'est pour ça, d'accord, euh, se prétend starets, patriarche et prophète et affirme sa fidélité à l'église orthodoxe russe. Cependant, aucune source ecclésiastique n'atteste de son appartenance, etc., etc. Origine sibérienne, nanana, jeunesse, Rasputin quand il était petit, d'accord. Excusez-moi, je lis par flash, tout, comme ça. Euh, Période d'errance. Ok, ok, ok. Bah oui, c'est ça, la solitude, le pèlerinage, le machin. Ça donne à réfléchir. Arrivé à Saint-Pétersbourg, alors là il fait connaissance avec de la haute, auprès de la famille impériale, la tsarine, nanana, nanana. D'accord, et tout ça, ça se passe avant la Première Guerre mondiale. Donc il y a une excitation. Les parents sont séduits par les dons du guérisseur de ce humble moudjik qui semble avoir celui du prophète, enfin celui de prophétie aussi comme don. Alexandra se convainc que Rasputin est le messager de Dieu, un messager de Dieu, il y en a plusieurs, qui représente l'union du tsar, de l'église et du peuple, et qu'il a la capacité d'aider son fils par ses dons de guérisseur et sa prière. Très intéressant. C'est surtout ça qu'il faut creuser, à mon avis. Sa réputation permet à Rasputin de creuser, de se sentir indispensable. Il prend très vite un ascendant considérable sur le couple impérial, invité à de nombreuses réceptions mondaines, comme ça se fait souvent à l'époque. On aime bien recevoir des personnes populaires. Parce qu'il n'y a pas la télé, hein, à l'époque, le monde il se fait dans les soirées, dans les grands salons, les gens ils se réunissent le soir, ils arrivent à 18 h en cheval, en calèche, en taxi, enfin, en, en calèche de location. Et voilà, ils se posent, ils discutent, ils fument un petit cigare avant de commencer. Et là, on fait toc toc toc, tout le monde à table. Et là, ils vont manger. À ce moment-là, ils s'engouffrent un poulet chacun. Et ensuite, hop, tout le monde à la salle de réception, enfin, le grand salon. Et ensuite, là, ils commencent à discuter, à fumer leur cigare, à boire un petit whisky, un petit vin. Et voilà comment se passent les soirées. Et c'est là que les gens sont très, très
ils discutent tous les uns des autres, ils discutent tous les uns avec les autres. Il y a des petits groupes qui se forment évidemment. Et à la base, au début de la soirée, quand les gens arrivent les uns après les autres, ils sont annoncés au grand public. On dit Monsieur Machin vient d'arriver. Et ainsi de suite. Et là, ou alors on sait qu'un tel va arriver, et donc c'est pour ça que d'autres sont venus. Enfin voilà. Et ça, tous les soirs, hein. Tous les soirs, à un endroit ou à un autre, ou même à plusieurs endroits simultanément. Des fois, il faut choisir à quelle soirée il faut aller. Là, on sera le mieux placé. Les gens, en fait, ils cherchent une place, un job, à s'approcher de telle personne, à avoir tel projet, à discuter. Donc, toute la vie de la société, elle se fait dans les soirées mondaines. Et donc, voilà pourquoi Rasputin devait sûrement être très célèbre pour ça et très attendu. On devait sûrement être content de l'avoir à table. Je te raconte l'histoire, hein. Et le truc, notamment, qui est notable, ce que je suis venu chercher, c'est alors, t'as assassinat, et à la fin, évidemment, euh, il y a la Grande Guerre. Ok. S'il y a un assassinat, c'est que il doit être gênant pour quelqu'un. Et ça, c'est sûr qu'en tant que proche conseiller des hauts dirigeants, il a pu gêner l'Allemagne à l'époque, la Grande-Bretagne. L'historien Edward Radzinski a pu donner les détails de cet assassinat grâce aux archives et à la commission extraordinaire. Alors attends, faut pas que je tarde trop parce qu'on va voir tous les autres articles après. Mais ce que je voulais voir d'intéressant, voilà, légende. Dès 1917, l'image de Rasputin est largement utilisée par la propagande bolchevique pour symboliser la déchéance morale de l'ancien régime. Elle a été reprise, déformée, amplifiée par la littérature de 1917, puis à partir de 1928 par le cinéma et la télévision, qui en ont fait une exploitation à la limite du fantastique et de l'érotisme. Tant qu'à faire, des journalistes et des hommes politiques hostiles à la maison Romanov ont fait courir la rumeur que Rasputin aurait été l'amant de la tsarine. L'historien Edvard Radzinski, d'après les dossiers secrets de la police russe acquis chez Sotheby, relativise l'érotomanie, et la débauche sexuelle de Rasputin, la défloration de nonnes ou le viol de dames de la haute aristocratie seraient là aussi essentiellement des rumeurs colportées par les personnes inquiètes de son influence sur la cour ou hostiles au régime monarchique. Parce que là aussi, il y avait encore des tensions à l'intérieur du pays, en plus des tensions à l'extérieur. Au cours des années, Rasputin, largement diabolisé, est finalement devenu un mythe, servant de prétexte à beaucoup de dirigeants politiques russes et européens pour s'exonérer de leurs propres responsabilités dans les événements tragiques survenus en Russie. C'était pour dire que on a des gens en France qui agissent sur Twitter, qui sont sûrement vivants depuis 400 ans. C'est tellement vieux les mecs qu'ils en sont encore à la propagande qui a été faite il y a un siècle contre Rasputin et qui utilise le terme de Rasputin de façon péjorative pour pouvoir critiquer Alexandre Dugin aujourd'hui. Alors que c'est sûr que s'il y avait eu Internet, on aurait pu défaire un peu tout ça un peu mieux peut-être. Je suis pas sûr, mais s'il y a des chances. Alors, je suis sûr, moi je pense que Internet permet de déficeler la propagande, voilà, de la démonter. Mais la propagande passée qui n'a pas été démontée subsiste encore aujourd'hui et ils s'en servent sans complexe pour dire du mal, tout en disant du mal de deux personnes simultanément. Voilà le genre de personnes à qui on a affaire le plus souvent. Dans cette vidéo, Daria Dugin, en fait, là, elle parlait, c'était en 2019, donc le sujet principal, c'est les gilets jaunes, la façon dont ils sont perçus en Russie, le fait que le pouvoir, le gouvernement russe est plutôt du côté des gilets jaunes, du coup, parce que les gilets jaunes sont la masse du peuple, et forcément, elle est opposée à une élite libérale, etc. En principe, surtout parce que les dirigeants eurasiens en termes général, jusqu'à la Chine, ont pour première vocation de défendre l'intérêt du peuple.
Et donc ils sont toujours du côté du peuple. Et c'est plus que leur intérêt, c'est l'intérêt de tout le monde. Donc à la base, il y a un gros renversement entre la, la philosophie des hauts dirigeants eurasiens et occidentaux. En résumé. Je connaissais pas ce site du coup, Breach Info. Cet article avait déjà été publié préalablement. Euh, Là, on a cet article de Israël Adam Shamir qui, du coup, lui, c'est un article qui date de 2013. Et on a plusieurs articles comme ça, où notamment, du coup, on va euh, allumer les Doggins, où il parle de ça. Il y avait. Il parle de Dugin, en fait. Parce que la grande question maintenant, c'est. Bah oui, vous l'avez voulu, hein. C'est de parler de Dugin. Et de son travail, de ce qu'il fait, etc. Donc voilà, allons-y. Les idées ne circulent pas facilement d'est en ouest. C'est une norme que les idées occidentales se répandent à l'est et non l'inverse. La Russie, héritière de Byzance, est un Orient parmi les grands Orients, du Dar al-Islam, de la Chine, de l'Inde. Parmi eux, la Russie est la plus proche de l'Occident. Est déjà très différente. Ce que je disais tout à l'heure sur le fait que les mots ne sont pas les mêmes et les idées circulent difficilement en fait de l'Orient, de l'Occident vers l'Occident, de l'Orient et de l'Asie vers l'Occident. Donc De Guin, ça fait pas longtemps qu'on le connaît en France, même s'il parle déjà très bien français depuis longtemps. Ce qui d'ailleurs est une super bonne chose. Et culturellement, les Russes, aristocrates, philosophes, aiment bien parler français. Ils aiment bien la France en général. Et ça, c'est sympa. C'est quand même tellement bon à savoir que c'est l'occasion de pouvoir échanger. C'est une main tendue pour faire circuler les idées. C'est super intéressant. C'est tellement magnifique. Notamment, Dugin était aussi à Shinso, où se débattaient les questions de fin du capitalisme. Donc, c'était là-dessus que je l'avais découvert au départ. Donc, Alexandre Dugin, nous dit Israël Adam Shamir, en 2013, est un jeune homme élégant, mince, soigné, branché, barbu, de l'université de Moscou. Alors après, il y a toute une histoire, il n'est plus à l'université de Moscou. Il a expliqué dans un article comment il s'est fait lourder, et c'était donc très drôle. Est une figure culte dans son pays, les gens se pressent à ses conférences, ses nombreux livres couvrent un vaste éventail de sujets allant de la culture pop à la métaphysique, la philosophie, la théologie, les affaires internationales, la politique intérieure. Il parle notamment couramment de nombreuses langues, c'est un lecteur vorace. Il y a sa fille qui disait, moi je parle 5 langues, c'est au moins moitié moins que mon père. C'est un lecteur vorace, il fait connaître aux Russes il fait connaître aux Russes de nombreux penseurs occidentaux moins connus. Il est prêt à s'enfoncer dans les eaux les plus profondes de la pensée mystique et hétérodoxe avec un courage époustouflant. Il s'épanouit dans les controverses, adoré et détesté, mais jamais ennuyeux. Donc voilà, il y a des histoires avec... il n'y a pas de différence entre la gauche et la droite, etc. Poutine utilisait ses mots, mais en rejetant ses pensées. Dugin était très critique à l'égard de Poutine. Actuellement curieux, Dugin a vérifié tous les concepts, toutes les idées de l'Est et de l'Ouest, même celles qui sont interdites et oubliées, tant qu'elles pouvaient servir à la résistance. Il a utilisé des idées communistes telles que celles de traditionalistes radicaux pour qui Hitler et Mussolini n'étaient pas assez radicaux. Il tisse la théologie, la politique et la métaphysique en une seule méta-narration. C'est vachement bien décrit. Hein. Et de toute façon, il est très fort, Israël Adam Shamir. Et pour son esprit de synthèse, du coup, et c'est exactement ça. C'est une méta-narration qui lui permet de, avec une compréhension globale, donner une description précise des événements. Plus on a du recul de toute façon sur les choses, et plus on peut les décrire précisément. Contrairement à les gens qui n'ont aucun recul sur les choses et qui disent des mots qui veulent tout dire. Son style est lucide et agréable. Et la quatrième théorie politique, qui du coup pour nous est devenue un objet de recherche, donc on a
Non, mais simplement, tu peux la voir ici, dans les, voilà, dans les mots-clés, quatrième, machin, nanana. Bon, bah ça revient au même truc que là. Il y en a un petit paquet, hein, des machins comme ça. Tu peux fureter dans le passé. Voilà, un certain nombre d'articles qui parlent de la quatrième théorie politique. En 2019, en 2017, en 2016, bon, bah, ça va, il y en a. En 2013. Oh, c'est quelque chose qui est connu alors. Tiens, je t'enlève les doggins. Quatrième théorie politique. Du titre du livre s'opposent trois paradigmes théorie politique les plus importants du siècle dernier, à savoir le libéralisme, le marxisme, y compris le communisme et le socialisme qui en font partie, et le fascisme, y compris le national-socialisme. Au terme d'une lutte d'un siècle, le libéralisme a vaincu les deux autres et affirmé que son règne serait éternel, d'où le terme de c'est la fin de l'histoire, ils disent tout ça. La quatrième théorie, il s'agit plutôt d'un paradigme, est proposé pour vaincre et enterrer le libéralisme. Dugin ne présente pas une quatrième théorie toute faite pour supplanter les trois autres, mais indique plutôt quelques directions pour sa création et sa mise en œuvre pratique. Cette nouvelle théorie ne devrait pas expliquer le monde, mais le changer. Elle devrait inspirer une croisade contre le libéralisme centré sur l'Occident, comme Seconde Guerre mondiale a été une croisade contre le nazisme. Et en d'autres termes, il ne s'agit pas tant d'une théorie que d'une doctrine de combat, un appel à reconstruire un monde meilleur, enfin à reconstruire notre monde. Voilà, l'ennemi le plus important, dit-il, dit Dugin. L'ennemi est plus important que l'ennemi, choisissez-le soigneusement, car ce choix influencera vos décisions. Ah, ça c'est Carl Schmitt qui disait ça. Donc ça c'est un mentor de Dugin. Et donc l'ennemi numéro 1 de Dugin, c'est le libéralisme. Et donc déjà, là, on donne le cadre pour comprendre les événements actuels. C'est pas des Moudjahidines qui ont fait un attentat. Le libéralisme est le plus grand mal. Et c'est même la première fois, en fait, qu'on a quasiment, une des premières fois officiellement, qu'on a un attentat libéral. Donc le libéralisme déclinant se revoit dans des activités criminelles de premier ordre, enfin de bas niveau, donc de crimes simples, parce qu'en fait c'est souvent beaucoup plus complexe, et sophistiqué, indétectable, etc. Là maintenant c'est avec le TNT sous la voiture, sous le siège du conducteur. Ça c'est signé libéralisme, hein, attention. Le libéralisme est le plus grand mal de notre époque en raison de son caractère inévitable, de son imposition sans choix depuis les années 90. Il est l'impasse et le destin à défier, selon Dugin. Le libéralisme et sa liberté de conduit à la désintégration de la société. Il libère l'homme de la famille, de l'État, du sexe et même de son humanité. Et ça, c'est tout un discours de Dugin, en fait, sur la façon dont les humains ont été déshumanisés et on leur a ôté la propriété de leur libre arbitre et de leur libre décision. En fait, il appelle l'humain complet, l'humain intégral, c'est ça le mot qu'il utilise. Celui qui est dans un petit village qui vend du poisson, par exemple, ben, il est responsable de son bateau, il est responsable de son choix, de son choix de poisson, de sa vente, du bien qu'il fait à la société autour de lui. Et si jamais il veut le donner plutôt que le vendre à d'autres personnes parce que n'ont pas les moyens, c'est lui qui prend cette décision. Il a donc un rôle dans la société à part entière en tant que pêcheur de poissons, et son activité aide et contribue à l'ensemble de sa société. Et donc c'est un membre actif, efficace. Et par opposition à ça, les travailleurs dans le monde libéral sont dépossédés de leurs moyens techniques, de leur propriété de moyens de production évidemment, mais aussi de leur choix technique, à qui ils vont vendre, à quoi ça va servir, etc. On leur demande juste d'être un robot, un rouage dans un système dont ils ne maîtrisent rien. Et n'ont de ce fait plus aucune
présence dans la société en tant que personne qui agit positivement. Ils n'ont pas de reconnaissance, ils n'ont pas de, ils ne sont pas estimés, ils ne sont pas aimés, ils sont remplaçables. On peut les remplacer même par des robots de toute façon. Et puis ce qu'ils font, ça peut ne servir à rien. On peut détruire ce qu'ils fabriquent. On peut les empêcher de travailler. On peut les appauvrir. On peut convertir leur poisson en farine qui servira dans des industries mortifères, etc. Bref, dans le système libéral, l'humain est dépossédé de son rôle dans la société. Il n'est plus qu'un rouage d'un système global dont il ne maîtrise rien. Voilà, ça c'est vraiment un principe de base, et c'est pour ça De Guin introduit le terme de, comme je disais, j'ai oublié, mais bon, humain intégral, voilà. Ça c'est donc un retour à quelque chose du passé qu'il aimerait voir dans l'avenir. Voilà, et donc du coup il n'a même plus de sexe et même plus rien d'humanité. Selon Dugin, le libéralisme finira par supplanter l'homme par des cyborgs génétiquement modifiés, c'est ça. Le quatrième paradigme devrait incorporer les meilleures caractéristiques de ces trois prédécesseurs et rejeter leurs défauts. Ainsi, le matérialisme historique, ou la croyance en l'inévitabilité du progrès. L'économisme, ou la croyance en la primauté de l'économie. L'anti-spiritualité et l'anti-ethnicité du marxisme devraient être rejetées, tandis que sa critique du capitalisme devrait être conservée, ainsi que le mythe fondateur du retour du paradis perdu du travail créatif. Voilà, c'est ce que j'expliquais. On va sauter, on va arriver à la suite, grosso modo. Parce que j'avais un autre article de Israël Shamir, qui datait, que j'avais repéré, moi, avant eux, là. Avant Réseau International, eux, donc ils ont mis celui-là. Je vais essayer de voir juste ceux que j'avais notés. Ça va aller plus vite. Voilà ce que j'avais trouvé. C'est celui-là d'Israël Adam Shamir de 2018. Gilets jaunes, fin de la dystopie. C'était pas celui-là, mais bon. Ici, il en parle aussi. Le même auteur parle de la même personne. Alexandre Dugin, le penseur décalé, a suggéré astucieusement que l'ennemi ne croit pas du tout à une ingérence russe, ni dans le cas des élections US, ni à une insurrection des Gilets jaunes, mais qu'il utilise la Russie comme marqueur de toute force hostile. Alors attends. Ouais, il y a cette partie-là. Oups, ça commence loin. Ce sont eux qui ont attaqué Julian Assange, et moi aussi personnellement, mais selon des révélations des hackers, ils n'étaient supposés combattre la Russie. Parce que si une attaque contre la Russie peut sembler légitime, les services secrets sont là pour bricoler ça, sans prendre en le dénigrant aux dirigeants de l'opposition, au royaume de Sa Majesté. Et ça ne l'est pas. Bon, d'accord. Dugin dit qu'ils ont fabriqué le mythe de la Russie de Poutine comme ennemi absolu et inconditionnel incarnant le mal à l'échelle mondiale, alors qu'ils savent parfaitement que la Russie n'a pratiquement aucune prise sur ses frontières. C'est pas celui-là que je voulais trouver comme exemple, c'est le fait que, à un moment donné, tu vas bien finir par m'en parler. Et il y avait cette vidéo aussi, ok. C'est peut-être pas là, alors, c'est peut-être pas celui-là. Il y a plusieurs des articles où il était question de dire que Dugin était le penseur de Poutine. Et là-dessus, il avait clairement, déjà à l'époque, démystifié. Alors bon, c'est peut-être pas ici. C'est qu'il y en a plusieurs. Alors t'as celui-là, donc Israël Adam Shamir, publié en 2017, La grande peur de la Russie. Voilà, ça c'est encore un autre article. Encore du même auteur, et encore sur le même, Alexandre Dugin, troisième fois. Les liens de la Russie avec l'extrême droite relèvent de l'imagination. Important à dire. Elle a son correspondant russe, en la personne d'Alexandre Dugin, philosophe et disciple de Heidegger, bien connu, et de ses amis. Ils sont bien pires que l'extrême droite occidentale. Dugin est souvent présenté comme le conseiller de Poutine, mais il n'est jamais parvenu à rencontrer Poutine en tête à tête.
Dugin soutient Poutine. D'accord, mais Poutine ne soutient pas Dugin. La philosophie a été chassé de l'université, le philosophe pardon, a été chassé de l'université d'État de Moscou et il a atterri dans une chaîne de télévision sur internet et selon certaines rumeurs il en aurait été chassé aussi. Ces points de vue sont moins acceptables en Russie que ceux de Steve Bannon aux États-Unis. Alors, attends, t'as plein de liens à faire ici. Sur Steve Bannon d'abord et ensuite sur chassé de l'université de Russie. Alors attends, j'arrive, je te fais ça. Donc déjà, avec Steve Bannon, il suffit de faire une petite recherche. Évidemment, comme je suis sympa, je sais où aller. Ça va être par là. On en parle, il y a au moins un article par jour sur Steve Bannon, c'est pas possible, c'est hallucinant. Alors, entretien avec Steve Bannon. Alors tu le mets là, poup, ici. Ce qui va nous faire, je te le remets là, ok. Tu mets ça, poup, Dugin. Le philosophe russe Alexander Dugin a déclaré apprécier beaucoup vos idées, qu'il était convaincu de la victoire de Trump aux États-Unis constitue un événement historique et une victoire pour le peuple américain contre les élites. La même chose peut être dite pour l'Italie avec les élections du 4 mars. Êtes-vous d'accord avec lui? Je pense que tout le monde s'accorde pour dire que la victoire du Brexit et celle de Trump en 2016 ont été des événements révolutionnaires et que nous assistons maintenant à des bouleversements sans tout. Ouais, bah, quant à Dugin, je l'ai étudié intensément, je connais bien son travail. Bien que je ne sois pas d'accord avec tout ce qu'il dit, Dugin est l'un des penseurs les plus importants au monde en ce moment. Ça, c'est parce qu'il y a le mec de Courrier des stratèges, je crois, ou un truc comme ça, qui a dit sur Twitter que c'était un des penseurs les plus importants du moment et tout le monde lui a sauté dessus en disant mais tu rigoles quoi. Bah, il y a un mec qui s'appelle Steve Bannon, il dit pareil. Et voilà, c'était pour dire ça. Ah, bah, on a même du plaque-vent ici, c'est cool. Voilà, c'est cet article avec Steve Bannon. Je le mettrai dans les articles de la vidéo. Et la deuxième chose, c'était très intéressant parce que c'est quand il s'est fait. Où est-ce que c'est? Chassé de l'université d'État de Moscou. Et c'est donc ça cet article qui était là. Donc un article de Alexandre Dugin, la philosophie gagnante. Donc là aussi, il y a 3 étoiles, ding ding ding. Donc extrêmement intéressant article avec McDonald's. Et notamment, alors ça c'est, j'avais fait une explication là-dessus, hein, je sais pas s'il est là. Voilà, j'ai toute une étude. Ça, ce sont des renversements de ce qui oppose deux philosophies d'État. Et il convient maintenant de rappeler une petite histoire personnelle mais très révélatrice concernant mon renvoi de la MSU, donc c'est l'université de Moscou, à l'été 2014. Notez bien la date, parce que 2014, c'est le début des activités en Ukraine. Et déjà à l'époque, c'est pour dire que il était très vindicatif à l'égard de la façon dont Poutine se laissait marcher sur les pieds en Ukraine et qu'il aurait dû déjà agir pour préserver ses frontières historiques et surtout la culture russe qui est menacée en Ukraine, etc. Il avait complètement perçu tout ce qui se passe aujourd'hui et il avait anticipé ce qui se passe aujourd'hui. Il l'avait même réclamé, mais voilà. Il voulait donc pas que l'Ukraine. Il avait même établi que l'Ukraine était à considérer comme une espèce de centre du monde, des inquiétudes en tout cas, et qu'il fallait absolument éviter que ça tombe entre les mains des Occidentaux. Donc lui, il a une... c'est pas du tout dans cet axe de recherche que Poutine a réfléchi à l'action. Poutine laisse l'esprit de la gouvernance multipolaire en termes généraux laisse libre les gens de choisir et les choses se font comme elles veulent qu'elles se font et c'est tout. C'est seulement quand la loi est violée qu'il faut intervenir. Donc il a attendu que la loi soit violée. Et voilà.
Donc, là, il explique comment il s'est fait virer de l'université de Moscou. C'est ça l'article en question. C'est parce que c'est un sujet dont on parle beaucoup et il l'a lui-même abordé dans son article ici. Donc de 2008 à 2014, au département de sociologie de l'université d'État de Moscou, avec le recteur et fondateur du département, Vladimir Ivanovitch Debrokov, en photo ici présent. Nous avons organisé un centre actif d'études conservatrices où nous nous occupions précisément de ça, le développement d'un paradigme épistémologique de la civilisation russe. Nous n'avions pas hésité à soutenir le printemps russe. En réponse, cependant, nous avons reçu une pétition cinglante de philosophes ukrainiens promus par le nazi de Kiev, Sergei Daskiuk, appelant à l'expulsion de Dobronkov et de moi-même de l'université d'État de Moscou. Le plus étrange, mais à l'époque ce n'était pas très étrange, est que la direction de la MSU a fait exactement ça, et Dobronkov a été démis de ses fonctions et de recteur, et moi, franchement, je suis parti de mon propre chef, même si ça ressemblait plus à un licenciement. On m'a également proposé de rester, mais à des conditions humiliantes, bien sûr. Ce n'est pas à Sadovnichty, qui était auparavant montré très courtois et ouvert, qui a approuvé ma nomination à la tête du département et a suivi toutes les procédures de vote du conseil académique de l'université de Moscou. Mais quelque chose s'est ensuite produit, le printemps russe a été mis en veilleuse et la question du monde russe, de la civilisation russe et du logos russe, ça c'est un terme qui revient très souvent, a été complètement retiré de l'ordre du jour. Toutefois, ceci est un symbolique plutôt. Les promoteurs de la suppression du centre d'études néoconservatrices de l'université d'État de Moscou étaient des nationalistes ukrainiens, des théoriciens et des praticiens du génocide russe dans le Donbass et dans l'ensemble de l'Ukraine orientale, exactement ceux avec qui nous sommes en guerre actuellement. Tadam! C'est juste pour dire ça. Il s'en est passé des choses. Ça c'était Gilet jaune, nanana, ok. Et voilà. Et, donc qu'est-ce que j'ai d'autre comme article dans ma besace? Il y a aussi Andrew Kerebko, nous sommes en 2018, avec un petit coup de Dugin ici. On connaît bien Samuel Huntington pour son identification des civilisations comme actrice importante des relations internationales, parce que chez Andrew Kerebko, ce sujet est très central dans son étude et dans sa réflexion générale, et donc il reprend même carrément des idées et des termes de vocabulaire comme état-civilisation par exemple, qui appartiennent à Dugin. On le retrouve, donc lui, Andrew Kerebko va sûrement nous prendre un article sur ce qui s'est passé récemment, parce qu'il va se sentir concerné. Et donc même si la théorie des chocs est à prendre comme un schéma directeur américain visant à diviser l'hémisphère oriental pour mieux y régner à travers le XXIe siècle, c'est Alexandre Dugin qui est venu prendre le parti opposé, postulant que les civilisations pourraient entrer en coopération plutôt qu'en choc. Bah oui, hein, comme je vous disais, c'était quelqu'un qui prône la paix. Aucun des deux intellectuels cependant n'a perçu l'influence de la vision chinoise de une ceinture, une route, Belt and Road Initiative. Ce projet mondial de connectivité de nouvelles routes de la soie a déjà commencé à catapulter les civilisations dans un nouveau mode de relations internationales, comme l'auteur l'a exposé dans des travaux passés sur la géopolitique du XXIe siècle, de l'ordre mondial multipolaire. Pékin fait plus que n'importe quelle autre grande puissance pour relier les civilisations entre elles au travers de ses projets d'infrastructures à travers le monde, qui notamment ont été décrites par récemment Pepe Escobar, très récemment, Pepe Escobar, parce que la dernière fois qu'on a fait un petit speech, il n'était pas encore traduit en français, mais là il l'a été, et on l'avait déjà lu, hein, mais c'était pour dire que en réponse à une velléité de diviser la Russie en pays opposés, la BRI, donc la Belt and Road Initiative, avait pour objectif, c'est juste pour résumer l'article en 2 mots seulement, mais c'est intéressant de le lire puisqu'il parle de ça, pour objectif donc de relier tous ces pays entre eux grâce à ces chemins de fer là,
en déjouant toutes les sortes de stratégies qui peuvent être faites dans tous les pays que ça traverse. Et notamment, dans un premier temps, d'est en ouest, et ensuite, dans les 10 ans à venir, du nord au sud. Et c'est en profitant du fait qu'il y a un trou dans la construction de la Belt and Road Initiative, il faut attendre 10 ans pour relier le nord et le sud, qu'il y a une marge de manœuvre, une fenêtre d'opportunité pour l'Occident de créer des divisions à cet endroit-là en disant ouais mais regarde t'as vu toi ils te traitent comme de la merde alors qu'eux ils font et donc c'est comme ça qu'ils essayent de placer la division peuples. Mais de toute façon, c'est prévu, tout le monde est au courant que ça va avoir lieu, on voit les effets positifs que ça produit déjà aujourd'hui, etc. Pékin a de facto obtenu l'approbation totale de Moscou pour investir en Biélorussie, au Kazakhstan, au Kyrgyzstan, en Arménie, tous les membres de l'UEE en particulier. Ça c'est l'Union Eurasiatique, dirigée par Sergueï Glaziev. Et la Chine discute conjointement d'une future monnaie ou d'un panier de monnaie, évitant le dollar américain. Donc vous inquiétez pas, tout ira bien. Voilà encore d'autres articles peut-être que j'avais vus sur Douyin, que j'avais noté. On a celui-là, on l'a vu, ok, très bien, pardon. Celui-là, on l'a vu rapidement. Non, on l'a pas vu, mais on en a parlé, parce que Safi en a parlé dans la vidéo qui était au début. La tradition et les gilets jaunes. Donc encore une fois, la tradition avec une majuscule ici, comme on l'a vu dans l'article de Erwan Castel, au premier. C'est que ça a du sens. Le grand courant de tradition, évidemment anti-moderniste, où l'on trouve des penseurs tels que Guénon et Evola, qui sont des références de Douyin. Dans un courant nationaliste mystique russe de type métaphysique et métahistorique où figurait aussi bien Dostoïevski que Solzhenitsyn, d'une façon fondamentale. Et alors des scories de la diabolisation, toujours elle, laquelle recherche à tout prix l'abaissement des jugements et de l'esprit. Par conséquent, ce courant sort de la seule sphère russe lorsqu'il développe des perceptions métaphysiques et rejoint le grand courant de la tradition, évidemment antimoderniste. Au lieu de la phrase en entier, c'est mieux. Voici un article avec plein de choses en gras. Donc, de défendre ça ici. Tiens, d'ailleurs, avant d'aller en voir un autre, continuons. Toujours les gilets jaunes. Voilà, avec les gilets jaunes, et particulièrement selon Douyin, il est évidemment question du peuple, puisque l'attaque vise les élites systèmes dont la première démarche est le mépris et la haine du peuple, qui rechigne à entrer dans le moule anthropique destructeur, enfin, anthropique de leur destruction, ô pléonasme. Pour autant, il est incontestable que la référence va aussi à une élite dissidente dont Douyin lui-même fait partie et dont on trouve de nombreux représentants en France. Réflexion Madine de défendre ça. Intérêt des gilets jaunes est de forcer les grands reclassements hors des clivages favorisés par les élites systèmes. Ok. Voilà, c'était l'idée en fait. Et bref, t'avais encore quoi d'autre? Celui-là, je pense, gouverné par la narrative du complot. Alors pareil, tu mets du Douyin. Douyin écrit que le nom de Macron ne désigne pas une personne, c'est une étiquette de la matrice. Et nous pensons que ce n'est pas exactement comme ça, en tout cas. Ce n'est pas que ça. Même si la proposition de Douyin a du sens et peut effectivement rencontrer des circonstances qui le confirment. Une étiquette de la matrice.
encore un coup de défendre ça. Mais c'était pour dire quand même, gouverné par un narratif du complot, c'est ça, hein, là où on est, c'est là où on est, là, en écologie pour Daria Dugina, euh, c'est sans une bonne dose de complot et de propagande possible, le crime terroriste, l'attentat n'aurait pas pu avoir lieu. Dans un monde gouverné par la vérité, où les mensonges ne passent pas et où il n'est même pas utile d'en faire, parce que de toute façon les gens sont directement connectés aux choses réelles, s'il n'y a pas de propagande possible, il n'y a pas d'attentat possible. Voilà ce que je voulais dire, en gros. La fille de l'intellectuel russe tuée dans une explosion de sa voiture, Dugin. La guerre en Ukraine, un choc des civilisations mondialistes eurasiennes. Pas exactement ce qu'il disait en fait. Poutine est soutenu par une large majorité des Russes. Ça c'est interview de la jeune demoiselle. Et encore d'autres références à Dugin chez alors de Samarcande au prométhéisme, en tout cas ici. Donc c'était chez Pepe Escobar notamment. Et après avec cette rien qu'avec ce tag sur la personnalité, tu peux remonter très loin dans le passé et trouver au total quelque chose comme 70 articles qui font référence d'une manière ou d'une autre à Dugin. Si tu veux savoir ce que les gens disent de Dugin, ou si tu veux savoir ce que Dugin dit lui-même, eh ben, il suffit d'aller chercher dans les stocks d'informations existantes dans la réalité et non pas dans l'imaginaire produit par des tweets ou des commentaires issus de la guerre en fait.